Et je me souviens que peut-être au 6e jour, j'étais assis là sur cet énorme rocher à côté du hall de méditation. Et il faisait beau et c'était la première fois que je ressentais à nouveau une sensation de bonheur. Ça faisait peut-être 6 mois que ça m'était plus arrivé. Je savais même plus que j'étais capable de ressentir cette sensation. Ça m'avait complètement quitté. Bienvenue dans Looping, des itinéraires d'aventuriers spirituels. Je vous emmène virevolter dans les multiples virages que prend la vie quand on commence à s'asseoir et à regarder à l'intérieur de soi. Est-ce que vous aussi, vous avez déjà posé une question aussi bizarre sur Google que « Comment puis-je faire pour arrêter de penser ?» C'est ça dont on va parler aujourd'hui. Comment une simple requête sur un moteur de recherche peut vous amener in fine sur un coussin de méditation. Mais avant d'aller plus loin, est-ce que vous reconnaissez ma voix ? C'est Joséphine. Si vous avez suivi Looping depuis le début, vous avez probablement écouté l'épisode 4, celui où c'est moi qui raconte mon histoire. Si aujourd'hui exceptionnellement je vous accueille dans ce podcast et non Cola, votre hôte habituel, c'est parce que c'est à son tour de raconter son itinéraire. Ça a commencé par un appel il y a quelques semaines. Ouais, Joséphine, je suis sorti de retraite là. Une des choses auxquelles j'ai pensé, je sais qu'il faut pas penser pendant la retraite, mais je crois que c'est le moment pour moi de raconter mon histoire. Je me rends compte à quel point c'est un exercice qui est difficile quand même de témoigner, que c'est un vrai moment de vulnérabilité. C'est quand même en soi quelque part quelque chose de thérapeutique. Pour vous donner un peu de contexte, alors qu'il est au début de sa vingtaine, Cola vit le rêve américain. Études sur un campus universitaire, fêtes dans le désert de Californie, latte au lait d'avoine et casquette vissée sur la tête. Il découvre une nouvelle forme de liberté, loin de la France, et se révèle à lui-même. Alors ici, je vais vous demander un peu d'imagination. Le futur était prometteur, tout se passait pour le mieux, les bitcoins coulaient à flot, jusqu'à ce qu'on lui dise non, et que les portes commencent à se fermer. C'est à ce moment-là que son mental commence à dérailler, que son corps le lâche petit à petit, et que la sensation de joie le quitte peu à peu. Désemparé, un peu au bout du rouleau, il décide un soir de se placer derrière son clavier. Et c'est là qu'il tapote fébrilement une question sur Google. Cette fameuse question « Comment arrêter mes pensées ?» Des coworking space de San Francisco aux cérémonies chamaniques du Mexique, en passant par la vie frénétique parisienne, voici l'histoire de Cola. Petit, j'ai toujours eu la sensation d'être assez différent. C'est sûr que c'est quelque chose qui m'a habité depuis mon plus jeune âge. J'étais plutôt rêveur, original de manière générale, on pourrait dire. Disons que j'ai eu une éducation où l'école c'était très important et ce qui a expliqué ensuite que j'ai une relation peut-être, ce que je dirais aujourd'hui, un petit peu déformée avec le travail et l'accomplissement en général. En tant qu'enfant, j'ai compris assez rapidement qu'il fallait que je me réalise dans réussir à l'école. Et donc ensuite, par extension, réussir dans le monde professionnel. Et puis aussi, mes parents, ma mère, elle a élevé 3 enfants, elle travaillait en même temps. Mon père, il travaillait beaucoup. Et donc, j'imagine que pour que je puisse faire des choses, il fallait que je puisse les faire un peu tout seul. Ils m'ont beaucoup laissé faire. Moi, j'ai été élevé dans un contexte athée, forcené, où la religion, c'était la guerre. C'était ce qui avait provoqué la guerre. Mon père est d'origine juive et ma mère est d'origine catholique. Et donc, de manière générale, tous les deux, ils se sont décidés, on va élever nos enfants dans l'athéisme le plus complet. Et donc ils étaient vraiment pas spirituels au sens dogmatique, rituel. En revanche, ma mère, elle a toujours eu un côté un petit peu magicienne, sorcière. Enfin,
Je me souviens qu'on faisait du yoga très très jeune. Peut-être mes premières expériences de pleine conscience, de scan corporel. Et on était allongés avec ma sœur sur le lit. Et ma mère, elle nous faisait en fait, j'imagine, des méditations guidées. Il y avait une petite bille qui passait sur toutes les parties du corps et qui roulait. J'ai fait mes études. Je pense un moment marquant pour moi, ça a été... j'ai fait une année de césure à San Francisco pendant 1 an, pendant laquelle j'ai travaillé dans la Silicon Valley. J'étais très jeune. Rétrospectivement, ce qui était intéressant, c'est que j'étais en Californie et que je passais ma vie en boîte de nuit, en réalité, en club. Mais que tout l'aspect à la fois nature de la Californie et aussi l'aspect spirituel, que je découvrirai en fait que plus tard, pour moi, c'était complètement inconnu. C'était pas mon centre d'intérêt. Sauf que il y avait mon parrain qui habitait en Californie et qui, lui, était un méditant de longue date. Et chez lui, il avait recréé un petit temple thaïlandais qui était sa salle de méditation. Et c'est là où j'ai fait ma première méditation. Je devais avoir 21 ans. Je m'étais assis avec sa femme et on avait dû faire une méditation de 20 minutes. Je me souviens que c'était hyper douloureux, que j'avais pas tenu 5 minutes en restant assis. Ouais, j'en garde que des souvenirs mitigés de ce premier moment. On voyageait beaucoup à ce moment-là avec mes amis. On avait fait un voyage en Asie du Sud-Est. Et peut-être une des premières fois que je suis rentré en contact avec le bouddhisme, c'était au Laos, en fait, dans un village qui s'appelait Luang Prabang, et dans lequel il y avait beaucoup de moines. J'ai le souvenir de me lever tôt le matin et d'avoir cette lumière qui est si particulière en Asie, avec des sortes de volutes de fumée, un peu de vapeur de la rivière à côté, d'avoir les moines qui font l'aumône dans la rue avec leur bol le matin. Il y avait quelque chose qui m'avait traversé, qui était de l'ordre de la grâce, je pense, de l'harmonie. J'ai quand même eu ce souvenir de me dire « Wow, ça c'est une sensation qui m'est familière et qui est très agréable. » Je pense que j'étais au milieu d'un voyage en Thaïlande. Enfin, c'était pas un voyage qui était spirituel du tout. Et là, d'avoir eu une petite lueur d'une forme d'altérité, de me dire « Waouh, intéressant cette sensation de paix. » J'ai fini mes études en Californie. J'ai étudié à l'université de Berkeley, sur la baie de San Francisco. Aussi là, c'est un moment qui est intriguant parce que, encore une fois, j'ai eu un contact avec la méditation. Il y avait en fait à l'université un cours de pleine conscience, de méditation de pleine conscience, qui était optionnel, mais qui rapportait des crédits universitaires. Et c'était un cours énorme. On était un amphi avec peut-être 350 personnes. À l'époque, moi, je ne savais même pas ce que c'était que la méditation. Je n'avais pas compris dans quel cours je m'étais inscrit. Mais je me souviens que, de façon un petit peu bravache, j'avais posé une question au seul cours où j'étais allé, au prof. Et je lui avais demandé est-ce que c'est possible de méditer face à son ordi ? Et il avait une réponse intéressante. Il m'avait dit oui, bah moi, ça m'arrive très souvent. Dès que mon ordi bug et se met à freeze, je m'assois devant mon ordi et comme ça je médite le temps que il se débug. Le moment où j'entre en contact, on va dire délibéré cette fois, avec la méditation, c'est à la fin de cette période californienne. J'ai le projet en fait de devenir américain. Je me plais aux États-Unis et j'essaye par tous les moyens possibles de trouver une façon d'avoir un visa pour rester. Je vais même jusqu'à proposer des mariages blancs à 2 de mes amis qui déclinent. Et en fait, ça me met dans ça me met dans une grande détresse psychologique parce que l'image que j'avais créée de moi, qui était comme ça cet expat qui vit une vie un petit peu aventureuse,
là où je m'imaginais que ça se passait, parce que c'était dans la Silicon Valley, elle s'effrite petit à petit, et ce rêve, cette image mentale que j'avais construite, au début, je suis pas du tout d'accord de l'abandonner. Donc je m'obstine à trouver une solution à un problème auquel il n'y a aucune solution. Il fallait que je rentre en France, j'avais pas d'autre choix. Mais pendant de longs mois, j'ai essayé de trouver des combines et tout, et ça marchait pas. Et ça m'a plongé dans un état mental de grande rumination. Je me souviens que mon cerveau fonctionnait vraiment à 10 000 à l'heure pour trouver des solutions, et qu'en même temps, il tournait dans le vide. J'avais vraiment cette image d'une roue de hamster, quoi. Je tournais. Il y a eu des effets physiologiques qui sont apparus, qui étaient assez importants, parce que j'ai commencé à faire des nuits blanches d'insomnie. J'ai toujours eu un sommeil très fragile, mais là, ça m'est arrivé de me coucher et de ne pas m'endormir de toute la nuit, jusqu'à ce que, vers 5-6 heures du matin, on entende le premier oiseau qui chante. Et parfois plusieurs nuits d'affilée, donc je commençais à être dans un état de santé qui s'était beaucoup détérioré. Et aussi d'avoir les syndromes de ce que je comprendrais plus tard être une dépression, de plus du tout avoir le goût des activités que j'aimais faire, de fuir les interactions sociales. Ouais, je me souviens qu'une fois je suis allé au foot, je me suis dit waouh, c'est bizarre, mais je ressens aucun plaisir. Ça m'arrivait jamais, hein. J'étais toujours très heureux de jouer au foot, mais là je me suis dit waouh, c'est incroyable de plus ressentir de sensation de plaisir. J'avais cette sensation d'une sorte de gouffre, d'une chute perpétuelle, interminable, où chaque jour je descendais d'un étage. Ouais, je crois qu'à ce moment-là, la souffrance est telle que on a envie de trouver des solutions pour arrêter cette souffrance, et que c'est de là que viennent les pensées suicidaires. Je comprenais quand même que mon fonctionnement mental était à l'origine un peu de tout ça. Je voyais cette même cassette qui passait en boucle dans ma tête de « Non, je n'ai pas envie de rentrer en France ». J'avais quand même compris que le fait de passer toujours la même cassette dans sa tête, au bout d'un moment, ça usait le magnétoscope. Ça usait pas, c'est ça qui est incroyable, ça use pas tant la cassette. La cassette, tu peux la mettre autant que tu veux, tous les jours, tous les soirs. Mais par contre, au bout d'un moment, le magnétoscope, il en a marre. Il a besoin qu'on lui présente des autres images, quoi. Littéralement, j'ai tapé sur Google « Comment faire pour arrêter de penser ?» Là, Google me répond « Pour arrêter de penser, vous pouvez apprendre à méditer. » Et je dis « Tiens, méditer, ok, intéressant, mais comment est-ce qu'on apprend à méditer ?» Google me dit « Pour apprendre à méditer, ce qui est bien, c'est de faire une retraite de méditation. » Je dis « Ok, comment est-ce qu'on fait une retraite de méditation ?» Et là, il se trouvait qu'en Californie, il y avait 3 centres de méditation Vipassana. Je clique sur ce lien et je m'inscris donc à une retraite Vipassana. Il se trouve que ça coïncidait avec les 10 derniers jours de mon visa aux États-Unis. Donc j'avais passé 3 ans aux États-Unis, je pouvais plus rester. À la fin, j'avais dit, tu sais quoi, quitte à ne rien pouvoir faire, autant le faire de façon professionnelle. Et on va aller à la méditation. C'était un centre magnifique, en pleine nature, dans la nature californienne, donc c'est quand même assez sec, avec des gros rochers, et c'est un centre avec une énorme pagode dorée. Donc c'est quand même un petit peu impressionnant parce que il y a cette nature californienne et dedans ce temple birman, quoi, on pourrait dire. Je me souviens d'entrer dans le hall de méditation et de voir pour la première fois mon petit carré là et de me dire waouh, c'est chez moi. Je sais pas pourquoi, je sais pas comment l'expliquer, mais ouais, ce petit carré là, c'est l'endroit où je suis bien, c'est ma maison, quoi. Je suis arrivé.
La retraite de Vipassana dans la tradition de Goenka, c'est très intense. Donc c'est 10 heures de méditation par jour. On n'a pas le droit de lire, on n'a pas le droit d'écrire, on n'a pas le droit de parler. On n'a même pas le droit de faire du yoga. Donc c'est très très intense pour une première retraite. J'ai très peu de motivation, dans le sens où, de toute façon, je suis en mode survie. Et je me souviens que peut-être au 6e jour, j'étais assis là sur cet énorme rocher à côté du hall de méditation. Tout le monde était dans la salle de méditation sauf moi, je séchais. J'ai beaucoup séché. J'allais pas beaucoup à la méditation. Et il faisait beau et c'était la première fois que je ressentais à nouveau une sensation de bonheur. Ça faisait peut-être 6 mois que ça m'était plus arrivé. J'avais cette sensation chimique d'avoir de la dopamine et probablement un peu de sérotonine un peu qui irrigue mes cellules. Et de me dire, wow, je savais même plus que j'étais capable de ressentir cette sensation. Ça m'avait complètement quitté. Ça m'était arrivé de prendre de l'ecstasy assez fréquemment en soirée, pour danser, donc pour ressentir des sensations. Et c'est la première fois où je me suis dit, waouh, ça ressemble énormément à l'ecstasy, en fait, la méditation. Je rentre en France directement après la Vipassana. Je suis toujours en dépression, mais j'ai la chance de trouver un travail assez rapidement qui me remet un peu en fait le pied à l'étrier. Et donc là, j'oublie ma douleur en fait, parce que mon esprit est complètement omnibulé par mon travail qui est très prenant. Je travaille à France Inter, une année d'élection présidentielle, donc j'ai plus trop le temps d'être face à la vacuité et au vide. Et en fait, à l'issue de la première année, j'ai une crise où le jour du second tour de l'élection présidentielle, je suis épuisé. Je rentre chez mes parents à La Rochelle et là, je m'effondre, littéralement. C'est-à-dire que pendant 10 jours, je vais rester dans mon lit sans la possibilité de parler ou de bouger, de marcher. Mon corps est épuisé et aussi saturé de stress. C'est quelque chose que je ne comprends pas encore à l'époque, mais j'ai vécu une élection dans un média et en fait, mon cerveau est baigné de cortisol. Alors là, j'arrête le récit une seconde pour préciser que le cortisol, c'est une hormone sécrétée par le cerveau qui est responsable de la régulation de l'humeur, du métabolisme, du sommeil et de certaines réponses du système immunitaire. Bref, c'est utile à certains moments, mais à haute dose, attention aux dégâts. Ce qui fait que mon corps n'a d'autre solution pour m'arrêter dans cette frénésie que de dire stop, de mettre le bouton off. Mais c'est un bouton off qui est très violent, parce que ça veut dire 10 jours sans pouvoir parler. Et je me souviens, j'étais dans le parc de La Rochelle et je marchais tellement lentement qu'il y avait les petits vieux là qui me dépassaient. Ils devaient se dire, mais alors lui, il sort de réhab ou qu'est-ce qui se passe ? Ça a été un gros choc, mais bon, au bout de 10 jours, en fait, j'ai récupéré, mon corps avait récupéré, donc c'est reparti. Et là, j'ai refait ma deuxième retraite de méditation. J'avais rien prévu pour mes vacances. Il se trouvait qu'il y avait une place de disponible dans une retraite de 10 jours. Et là, ça a été un moment vraiment très important dans ma vie, parce que autant la première, j'étais en dépression, je comprenais rien, autant là, j'y allais en mode warrior. J'étais un ninja, je me suis dit, ok, cette fois-ci, je la fais de bout en bout. Et en fait, pendant cette retraite, je me souviens qu'il s'est passé 2 choses. La première, c'est que à cette époque-là, je fumais encore de la weed. Et donc, pendant la retraite, évidemment, j'avais arrêté. Et au bout du 2e jour, toute la nuit, j'ai craché du sang. J'ai craché du sang toute la nuit. Donc, j'étais sur la cuvette des toilettes et je crachais. Et c'était horrible, j'étais tout seul. Et donc, le lendemain matin, je vais voir le prof et je lui raconte. Et il me dit comment ça va ? Je lui dis, bah là, a priori, ça va, là, j'ai arrêté, quoi.
Il me dit, bon, bah, si c'est bon, tu me dis si tu as besoin d'une assistance médicale à un moment, mais en attendant, tu peux rester. Et en fait, je ne m'étais pas rendu compte de ça, mais j'avais craché toutes ces toxines, tout ce charbon, et mon corps m'avait dit, maintenant stop. C'est plus bon pour toi. Alors que j'avais pas du tout le projet d'arrêter de fumer. J'ai arrêté du jour au lendemain, en fait. J'ai plus jamais fumé après ça. Donc ça, c'était la première chose. Et la deuxième chose qui s'est passée, c'est qu'il y a un moment où j'ai vécu ce qu'on appelle Banga dans la Vipassana, qui est un moment de dissolution totale de toutes les sensations physiques, où j'ai eu la sensation d'avoir un corps qui était complètement électrisé et de sentir la moindre de mes cellules qui était parcourue d'un faisceau lumineux d'amour. D'être comme ça, une énorme masse de particules et d'être vraiment conscient de la nature microscopique, atomique de mon corps. Et ouais, après, de manière générale, on peut dire que le thème de ma vie, ça a été d'essayer de trouver une place dans ma vie urbaine, professionnelle pour la méditation. En fait, petit à petit, de me rendre compte que c'était pas possible. Au fur et à mesure où j'allais de plus en plus en retraite, je pratiquais de plus en plus, je devenais aussi de plus en plus sensible. Parce qu'il y avait toutes les couches de protection qui petit à petit s'étiolaient. Et j'étais beaucoup plus poreux avec mon environnement. Et mon environnement, c'était quand même prendre le scooter le matin, faire une demi-heure de périph' pour arriver dans un grand média dans lequel il y avait beaucoup de relations d'ego, il y avait beaucoup de relations toxiques, et du coup de me retrouver complètement en décalage avec ça, et aussi le corps qui continuait à se manifester beaucoup, où j'ai refait plusieurs crises où il s'était mis off. Et en fait, un jour, j'ai dit... je suis allé voir la directrice de France Inter et je lui ai dit je vais partir. Et je me souviens, c'était un personnage, quoi. C'était une toute petite femme comme ça, un peu old school, et elle m'avait dit « Ah, je savais bien que la méditation, ça finirait par vous monter à la tête, hein. Ça m'étonne pas !» Elle était pas contente, quoi. Elle perdait un de ses éléments, mais elle avait raison, dans le fond, quoi. Évidemment, j'avais des rêves d'ailleurs, mais surtout, mon mode de vie était devenu incompatible, en fait, avec le monde de la radio. Et donc, je me souviens... aller méditer entre midi et 2 dans les cabines d'enregistrement, de faire beaucoup de yoga, et donc d'essayer de trouver un équilibre. Et je pense que c'est faisable, hein, mais la vie m'appelait ailleurs. Il y a un côté vibratoire qui était très dur pour moi à Paris, avec le stress, l'accélération. Je crois aussi qu'il fallait que je me retrouve moi-même, que j'honore en moi cette exploration qui avait commencé, et je devais aller poursuivre ce chemin. Je viens de quitter France Inter, donc c'est une phase de transition pour moi. Voilà, je suis au chômage, donc j'ai beaucoup de temps, donc je vais beaucoup en retraite, je fais beaucoup de bénévolat. Et donc là, pour moi, l'étape d'après, c'est d'aller en Inde pour faire des retraites en Inde, et puis peut-être pour devenir moine, enfin... En tout cas, je fais tout pour que ça puisse être possible, quoi. Je sous-loue mon appart à Paris. J'ai aucun lien qui me rattache à la France. À l'époque, j'ai pas de relation amoureuse. Et donc, on est en mars 2020. Je vais à la méditation de groupe à Paris, où j'habitais. Et là, dans l'escalier, pour aller à la méditation, je reçois un mail qui m'annonce que mon vol a été annulé. C'est le début de ce grand looping planétaire, le début de l'épidémie du Covid. Et comme en fait j'ai mon sac à dos, j'ai plus d'appart, je me dis bon bah je vais partir quand même. La seule destination qui était encore ouverte, c'était le Mexique. Là ça fait 4 ans, on a un peu oublié, mais il y a une psychose très forte à ce moment-là. On sait pas du tout ce qui va se passer, je sais pas du tout si ça va être la dernière fois que je revois ma famille, certains membres de ma famille, mes grands-parents, mais je dis bon bah
j'y vais. Et puis je rejoins mon ami qui habite dans une communauté de chamans à Puerto Vallarta. Adelante, pásele, joven. Quesadillas, sopes, gorditas, tostadas, flautas, pambazos, tlacoyos, tacos de bistec. De este lado los atendemos, pásele. Quesadillas, lucha a sus órdenes, joven. En fait, je me souviens très bien d'être au Mexique et au tout début du voyage et de dire à mon ami, tu sais, ça fait peut-être 5-6 ans là que je médite et je sens quand même que mon cœur s'ouvre pas. Quoi, je le sentais, je disais, mais je médite, mais j'ai pas de preuve probante que mon cœur est en train de s'ouvrir. Bien sûr, ma vie avait quand même déjà beaucoup changé. Mais ce qui était décrit, en tout cas dans la méditation, comme l'ouverture du cœur, ça, je reconnaissais pas. Et c'est vraiment les médecines qui m'ont amené à cet endroit-là, parce que les médecines, elles court-circuitent, en fait, le fonctionnement du mental. Petite précision lexicale à nouveau, quand Colin emploie le terme de médecine, c'est dans un sens bien particulier. Pas tout à fait celui auquel on a l'habitude de penser chez nous. En fait, dans cette partie, il va nous raconter comment son immersion chez les guérisseurs indigènes va le mener à vivre des cérémonies de plantes sacrées. Des plantes sacrées qu'on nomme là-bas des médecines, car elles viennent guérir des dimensions enfouies et subtiles de l'être. Elles viennent guérir l'âme. Avec la méditation, au bout d'un moment, ça devient hyper confortable. On est assis sur son petit coussin, là, on maîtrise, rien ne bouge et tout. Mais parfois, on a besoin de se prendre des grandes claques dans la gueule pour avancer. Bah ça, les médecines, c'est bien pour ça, ouais. Y a chez les bouddhistes un précepte qui est qu'on ne peut pas prendre d'intoxicants. Et une des raisons pour ça, c'est effectivement qu'on est censé arriver aux mêmes endroits que les endroits dans lesquels nous envoie la drogue, par nous-mêmes, avec la méditation. Et comme au bout d'un moment, j'ai commencé à pratiquer énormément, eh ben, j'ai arrêté toute forme de substance. Et du coup, je dirais aujourd'hui, en 2024, que certes, c'est le cas. Mais par contre, ça prend beaucoup plus de temps d'y arriver par soi-même, ce qui est très bien. Mais pour moi, le fait de parfois utiliser ces substances pour me montrer le chemin, ça a été une façon aussi de pouvoir ensuite le parcourir par mes propres moyens. J'y étais allé comme ça une nuit, très rapidement. Et ensuite, ça avait laissé une empreinte en moi, en fait. Et je pouvais y retourner par mes propres moyens, par la méditation. C'est comme si ça débroussaillait un peu la route, et puis ensuite on peut y aller, quoi. J'ai commencé, comme beaucoup de gens de mon contexte culturel, par les drogues. Et puis ensuite, j'ai fait beaucoup de méditation. Et il y a eu un moment où les deux se sont rejoints. Donc au moment où en fait je devais accentuer ma pratique de méditation, on pourrait dire que la vie m'a amené dans une autre direction et que à ce moment-là j'ai renoué avec les plantes dans un contexte qui est un peu différent quand même parce qu'il y avait une connotation spirituelle qui était beaucoup plus marquée. Tous les jours il y avait des cérémonies, donc de peyoté, de kambo, de bufo, de champignons hallucinogènes, Moi, je participais pas à toutes les cérémonies, mais en tout cas, c'était autour de moi et j'en ai fait quelques-unes. Au Mexique, en fait, se mêlent pour moi les deux traditions. La tradition orientale et la tradition indigène qui commence à entrer dans un dialogue l'une avec l'autre. Pendant les cérémonies de champignons, je me rends compte que en réalité, ce que j'ai appris avec la Vipassana est très utile. Que ce scan corporel, quand il est fait avec une substance, il permet d'avoir une attention beaucoup plus fine, beaucoup plus subtile aux différentes zones à la fois de la superficie de son corps et surtout de l'intériorité de son corps.
j'ai senti que la combinaison de ces deux techniques, elle était très fertile en fait. C'était comme deux espaces du monde qui se rejoignaient là pour moi. À la fois les techniques orientales qui viennent d'Asie et puis les guérisseurs de plantes qui viennent, là, en l'occurrence surtout d'Amérique du Sud, d'Amérique centrale. Pour moi, la méditation, elle a eu un rôle crucial dans ce chemin-là. À plein d'égards. Quand on commence à s'intéresser vraiment au croisement de la méditation et des psychédéliques, c'est vraiment un mariage heureux. Peut-être ce que je peux dire là le plus probant, c'est les voyages psychédéliques. C'est des voyages qui sont assez exigeants parce que quand ils sont pris en cadre cérémoniel, il arrive assez fréquemment que ça soit des façons d'aller explorer son ombre et d'être confronté aux parties peut-être les moins reluisantes de soi, ou les parties les plus douloureuses, même d'un point de vue simplement physique, physiologique. Et quelque chose que m'a appris la méditation, c'est de pouvoir rester au contact de l'ombre sans avoir peur, sans s'en détourner, et puis petit à petit aussi de commencer à considérer que c'était utile d'être confronté à ces ténèbres, de solliciter un peu ce muscle de la gratitude qu'on développe vraiment dans la méditation, notamment quand on traverse des épreuves, de se rendre compte que ces épreuves sont là pour nous apprendre quelque chose. Et lorsqu'on est dans des cérémonies difficiles, moi j'ai vécu des cérémonies d'ayahuasca notamment qui étaient quand même très dures, surtout dans mon processus physique. Enfin, j'avais beaucoup de douleurs, mais la méditation m'a appris à rester équanime dans ces moments-là et à reconnaître en fait qu'il y avait un processus de guérison, de nettoyage qui était en train d'opérer, plutôt que de paniquer ou de négocier avec la plante pour dire non, là stop, c'est trop douloureux, je veux faire une pause, je veux que ça s'arrête, mais de s'abandonner à ça, de lâcher prise et de dire ok, merci. Visiblement, s'il y a autant de nettoyage qui est en train de s'effectuer, c'est qu'il y avait des choses qui devaient disparaître de mon organisme, il y avait des toxines qui devaient être éliminées, il y avait des émotions négatives qui devaient être évacuées. Et donc, merci pour ce moment inconfortable. Il augure vraisemblablement d'un moment de plénitude. Et voilà, c'était, si je dois dire une chose, mais je pourrais en dire 1000, il y a cet aspect-là d'accepter la réalité du moment présent, de ne pas chercher à construire une autre réalité sur l'expérience qu'on est en train de vivre. Ouais, à l'issue de cette période où petit à petit la méditation s'est de plus en plus intégrée à mon quotidien, on pourrait dire, il y a eu comme une forme de syncrétisme entre des aspects de ma vie qui auparavant étaient un petit peu disparates. C'est comme s'ils se réagençaient un petit peu et ils trouvaient leur place comme dans un Rubik's Cube un peu où j'avais cet appel de la technologie et puis de l'autre côté mon aspiration croissante quand même pour la méditation. Ouais, à un moment c'est des domaines qui se sont rejoints. Et une des façons dont ces deux passions qui semblent un peu éloignées se sont cristallisées, c'est qu'au bout d'un moment, j'ai souhaité en faire un sujet de recherche. Et j'ai fait une thèse qui porte à la fois sur la méditation et la technologie. Je me suis intéressé aux applications de méditation. Et quelque part, oui, pour moi, ça a été une façon de faire se rejoindre deux de mes passions. Au fur et à mesure où j'étais dans des retraites, j'ai aussi fait des rencontres décisives. Il y en a une, je me souviendrai toute ma vie, j'étais en Suisse. J'étais bénévole dans cette retraite. Et donc le midi, je mangeais dans le réfectoire, on n'était que deux. Et l'autre personne était très silencieuse. Alors qu'en tant que bénévole, on peut parler quand même dans les retraites. En fait, je regardais son visage et il avait toutes les marques sur son visage d'un ancien alcoolique. Il avait la peau encore très rouge, un peu boursouflée, très sèche.
Et donc je me suis dit, oula, celui-ci là, il doit pas être bien. Quand on est en retraite, on a l'occasion d'observer son esprit qui fait beaucoup de jugement. Et voilà, on mange, il parle pas. Et puis à la fin, je pense qu'à l'époque, j'étais pas très à l'aise encore avec le silence. Et donc je lui pose une question. Je me souviens plus ce qu'il m'a répondu, mais je me souviens être ébahi par le degré de clairvoyance, de lucidité et de bienveillance dans sa réponse, et de me dire « Ah waouh, ok, la méditation ça marche alors. » Ça marche parce que ça se voit sur lui. Il est la preuve vivante que toutes les épreuves qu'il a traversées, elles sont derrière lui, quoi. Je sais pas s'il y a quelqu'un qui est aussi éveillé que lui dans tout ce centre, en fait. C'était quelque chose de très vibratoire. C'était dans le ton de sa voix, dans sa façon de positionner son corps. Donc ça a été important pour moi. Ça a été les histoires des gens. Et donc c'est un peu dans cette optique que j'ai créé Looping. C'était à force d'entendre des histoires. J'ai voulu les partager dans cette intention d'inspirer les gens à pratiquer et aussi juste d'aller chercher ces ressources que d'autres personnes avant elles, ont mobilisées pour se soigner, pour parcourir ce chemin de guérison. C'est comme ça que ça a commencé Looping, ouais. Quand j'ai rencontré Cola, j'ai été tellement heureuse de savoir qu'il y avait d'autres personnes comme moi qui se nourrissaient d'histoires de méditation et les avaient utilisées pour cheminer vers un nouvel équilibre. C'est vrai que la pratique de méditation peut être assez solitaire et c'est un peu pour recréer du lien qu'existe ce podcast et pour lever certains tabous sur l'expérience de méditation. Merci à vous, chers auditeurs, d'avoir écouté ce nouveau Looping. Et si vous pensez que cette histoire peut résonner avec des personnes autour de vous, n'hésitez pas à la partager. Ce que la Silicon Valley a aussi appris à Cola, c'est qu'il fallait câliner les algorithmes. Et donc pour ça, vous pouvez rédiger un avis sur Apple Podcast. Je continuerai bien à faire ce podcast, mais je crois que la prochaine fois, on va revenir à une formule normale. Ça sera l'histoire d'Ilios, un récit avec un petit accent belge et en filigrane, la place de l'emprise et du maître dans le chemin spirituel. Bonne méditation à toutes et à tous et à la prochaine. Ciao, bye bye. Me rindo al color que regala esta mágica lluvia y entrego mi alma. La tormenta se disipa, los ancestros y guardianes iluminan el camino a la montaña, divina montaña. Y como ofrenda a Pachamama, me entrego dispuesto a entender este sueño de oro que llega más alto, más alto, más alto. Vamos más alto, más alto, más alto con poder. Sana este lugar, hermosa ven, fluye en libertad. Desde la Amazonía.